les décisions sont déjà prises. Et ces décisions, c'est d'allonger la durée de cotisation. Peut-être qu'ils ne bougeront pas l'âge de départ à la retraite, mais vous savez comme moi que si vous allongez le nombre d'années, les gens ne partent pas pour la raison que leurs pensions sont trop misérables du fait de la décote. Eh bien, cette question ne concerne pas seulement ceux qui sont en âge de partir à la retraite. Elle concerne toute notre société, non seulement les plus jeunes qui voient se mettre en place ce monde-là. Je vous ai parlé tout à l'heure de ces années où nous pensions le socialisme à portée de main. Eh bien, mes camarades, à l'époque, nous avions le programme commun. Oh, je sais toutes les discussions qu'il y a sur ce programme commun, mais enfin, quand même, ça valait la peine de se battre, non? Au moins pour ce qu'il y avait là-dedans et que nous avons obtenu, qui était la retraite à 60 ans, car ça date de ce moment-là, des bulletins de vote, camarades, des luttes ouvrières. Et alors, nous, on se disait, c'est ce monde-là qu'on va construire. C'est-à-dire que demain sera meilleur qu'hier. Et on nous faisait travailler, nous les plus jeunes, sur le programme commun, on n'y comprenait rien du tout. Moi, je faisais de la poésie, des lettres et de la philosophie. Vous imaginez ce que je pouvais connaître des régimes de retraite et des statuts des travailleurs de la métallurgie. Eh bien, ça se passait comme ça. Et là, c'est l'inverse qui se dessine. Quand on allait voir les plus anciens à l'époque, les gens disaient « Ah, c'est bien, vous êtes jeunes, vous y croyez, mais ça ne sera pas pour nous. » La retraite était à 65 ans à cet âge-là, à cette époque-là. Aujourd'hui, elle a 67 ans en Allemagne. C'est ça qu'ils veulent faire. C'est ce monde-là qu'ils veulent organiser. C'est pas seulement exténuer les gens au travail, mais c'est toute une conception de la vie. L'idée même de la retraite, c'est une autre conception de la vie. C'est l'idée qu'on n'est pas là que pour trimer, mais qu'il y a des saisons dans l'existence qu'il faut parfois accepter de vivre. Parce qu'il y a des métiers où c'est vrai, c'est difficile de partir du boulot. Mais d'autres où on a hâte d'en partir, parce qu'on n'en peut plus. Combien de métiers? Pas seulement les métiers durs physiquement. Je les entends souvent là, piapiater sur le sujet. La pénibilité. Ah, ils précisent vraiment pénible. Ah tiens, déjà ça commence à se nuancer. Il y a pénible et vraiment pénible. Un peu pénible, moyen pénible, très pénible. Faites confiance à Héros, ça pour ça va trouver des idées. Qu'est-ce que ça veut dire? Un travail pénible, c'est pas seulement un travail physiquement pénible. Il y a beaucoup de gens qui ont des travaux très pénibles physiquement. Mais c'est aussi le mental. Pas assez nombreux au travail sur le poste de travail. C'est souffrir, c'est un travail pénible. La pénibilité psychologique. Voilà. Là, on me donne l'exemple de ceux qui travaillent pour les handicapés ou les auxiliaires de vie. Non, camarades, un seul à la fois, parce que... D'accord. D'accord. Ben non, c'est pas bien, il faut maintenir la lutte ici. Alors, mes camarades, voilà, ils disent qu'ils vont se préoccuper de pénibilité, je ne les crois pas. Mais surtout, ce que je veux vous dire, c'est qu'à travers chacune de ces questions, nous défendons une idée de l'existence, une forme de la société, celle qui part des problèmes de la condition humaine. Ils ne savent pas mettre les comptes en ordre, mais alors qu'ils s'en aillent. Nous savons le faire. Nous savons le faire. Tout à l'heure, vous avez entendu Bessac donner des explications. Mais moi-même, je vais vous en donner une très simple. Il faut créer de l'emploi, et vous avez réglé le problème des cotisations sociales, parce que les retraites dépendent des cotisations. Eh bien, mes amis, le compte est vite fait. Si nous créons 3 millions d'emplois en 10 ans, ça vous fait drôle, hein, vous croyez que c'est pas possible, que j'exagère. Mais entre 1998 et 2002, c'est-à-dire en 4 ans, 2 millions d'emplois ont été créés. Donc on peut bien imaginer qu'on va créer 3 millions d'emplois en 10 ans. Ça rapporte 24 milliards.
c'est-à-dire bien plus que le trou qui est dénoncé. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de trou qui, paraît-il, sera gravissime en 2020? Ah bon? Ils savent prévoir l'économie 6 ans à l'avance, ceux-là qui ne savent même pas un mois à l'avance ce qui va se passer, ceux-là qui ont pris des décisions absurdes en Grèce, qui ont tout saccagé, tout détruit, au point que c'est le FMI lui-même qui a une longue expérience de l'art de massacrer et d'étrangler, qui dit « Ah non, c'est trop brutal, vous avez commis des erreurs en Grèce ». Et c'est eux qui prétendent connaître la manière d'organiser les comptes et de prévoir 6 ans à l'avance. Et puisque le Premier ministre lui-même reconnaît que dès 2035, parce qu'eux, ils voient jusqu'à 2035, c'est pas comme vous. Vous comprenez pourquoi c'est eux qui sont intelligents et vous qui êtes bêtes? Eh ben oui, et moi d'abord, qui suis votre porte-parole, le plus bête de tous. Moi, je me moque d'eux. Vous ne savez rien, vous n'avez rien compris. Vous êtes incapables de mener ce grand pays. Vous êtes incapables de mener cette Europe. Tout ce que vous faites est nul. Tout se casse la figure. Vous détruisez tout. Et vous osez venir nous dire comment on doit organiser les comptes des retraites ou de la sécurité sociale. Vous devriez être mort de honte et aller vous cacher. Voilà la vérité. Écoutez. Ils disent qu'en 2035, il n'y aura plus aucun problème du fait de la démographie. Ah ah, je ne vais pas trop vous en dire aujourd'hui. Vous n'aurez qu'à écouter les arguments à mesure qu'on va les sortir, parce que nous aussi, on a nos munitions. Hein. Mais voilà, j'ai pris cet exemple, parce que c'est avec ça qu'on va vous bourrer le crâne pendant des semaines. Évidemment, cela provoquera parmi vous beaucoup de colère. Il y aura beaucoup de rage, mais aussi beaucoup de résignation. Je le sais, de la peur. Ici, le bonheur qu'il y a à être ensemble, c'est que nous nous retrouvons entre têtes dures. C'est nous qui allons maintenir la flamme allumée. C'est nous qui allons pousser au combat. C'est nous qui allons suivre nos syndicats. C'est nous qui allons expliquer. C'est nous qui jamais ne renoncerons au combat. Et c'est à cette condition que la société trouvera en elle-même la force, le moment venu, de se saisir d'elle-même. Car n'en doutez pas, ce moment va venir. Ce qu'ils sont en train d'organiser, c'est une catastrophe. Quelque chose qui va s'auto-bloquer. Et bien sûr, moi, chaque jour, je me demande si nous serons prêts à temps aux conditions de la tâche que nous avons décidé d'accomplir, qui n'est pas seulement de faire de bons résultats électoraux. Bien sûr qu'il faut faire de bons résultats électoraux, et nous allons en faire. Regardez-les comme ils ont peur. L'autre jour, il y a un sondage. Je vous parle d'un sondage, moi j'y crois pas, mais eux ils y croient. Ils n'arrêtent pas dès qu'il y a un sondage de parler, de commenter, parce qu'ils restent dans leur bureau, ils amènent le sondage, ça coûte moins cher que de courir partout, et ils font des phrases. Il y avait un sondage. Aussitôt on nous a dit, la percée du Front National, ah ça les réjouit. Et ça leur fait un peu peur quand même, hein. Mais, des irresponsables. La semaine qui suit l'assassinat de Clément Méric, où ils ont, d'une manière infâme, renvoyé dos à dos nos camarades d'extrême gauche qui n'ont jamais tué personne, et l'extrême droite. Les mêmes voudraient presque faire croire qu'il y a une récompense électorale. Honte sur eux. Qu'est-ce que c'est que cette percée? Le Front National, paraît-il, fait 18 dans ce sondage. Aussitôt, on dit il fait 18, il fait 18. Juste un point de moins que l'UMP, qui fait 19. Et derrière, il y a le Parti Socialiste à 15. Oh là là! Vite! Regroupez-vous tous autour du bon berger. Le chien est lâché dans la pénombre. Ayez peur! Ah! Ils ont juste oublié de lire la ligne suivante. Et qu'est-ce qu'il y a, la ligne suivante? Il y a le front de gauche. Lui aussi, il est à 15%. J'ai pas dit que j'y croyais. J'ai dit que c'est eux qui ont écrit ça. Pourquoi ils ne le disent pas? Pourquoi leur titre c'est percée du Front National? Comment peut-on dire que le Front National, qui fait 18% aux élections présidentielles et 18%, paraît-il, à l'élection européenne, c'est une percée?
de 0,1%. C'est une percée, ça? Et quand le front de gauche passe de 11 à 15, non, on n'en parle pas. Mettez-vous bien tout ça dans le crâne. Les médias ne sont pas des miroirs, ce sont des arènes. C'est la deuxième peau du système. Elle est là pour le protéger. Ne les croyez pas. Méfiez-vous tout le temps. Tout le temps. Réfléchir, juger d'après soi-même, observer. Bien sûr, ne pas mettre tout le monde dans le même sac, même dans les médias. Mais ne pas croire sur parole ces machines à abrutir qui sont capables d'aller jusqu'à leur propre déchéance. Et aussi longtemps qu'ils n'ont pas vu l'écran en noir, ils n'arrivent pas à croire que ce système est assez pourri pour les jeter aussi dehors. C'est pas fini. Je dois faire mon travail de député européen. Je ne suis pas le député de je ne sais quelle circonscription, je m'en contrefiche. Je suis le député du peuple français au Parlement, supposait-elle, européen. Je vous représente, vous, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucune espèce de confiance dans ce type d'institution. Et je dois vous mettre en garde de ce qui est en train d'arriver. J'ai commencé à le faire dès 2009, dans la campagne que j'avais menée avec vous. C'est le grand marché transatlantique. Prenez 5 minutes de votre attention pour m'écouter et bien comprendre de quoi il s'agit. Depuis 10 ans, il y a une négociation qui a été validée par des votes ininterrompus du Parlement européen, des rencontres au sommet entre Nord-Américains et Européens en vue de la constitution d'un grand marché unique entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Il devait aboutir en 2015. Nous autres, au Front de gauche, nous avons dépensé beaucoup d'énergie à faire des tracts et des brochures et personne ne parlait jamais de rien. On a fini par se dire, mais c'est peut-être nous qui nous trompons. Peut-être que nous sommes devenus un peu paranoïaques à voir des complots partout. Comment vont-ils faire en 2015? On est déjà en 2013, il ne se passe rien. En 2012. Là-dessus, le président Obama, au mois de janvier, dit « Il faut ouvrir une négociation pour faire un grand marché transatlantique. » Ah? Aussitôt arrivent les deux androïdes, Barroso et Van Rompuy. J'ai du mal à dire son nom parce que comme il est transparent, on le confond avec eux. Ils sont arrivés avec un sourire d'une oreille à l'autre en disant « Où est-ce qu'on signe ?» Ils ont signé. Madame Merkel a dit « C'est très bien, c'est ça qu'il faut faire. » François Hollande, il n'a rien dit. Hérault non plus. On leur a rien demandé. De toute façon, ils sont d'accord alors. Comme a dit François Hollande, il est le bon élève de la classe européenne. Figurez-vous que ça soit moi qui s'y trouve, on verrait bien qui c'est qui fait l'élève et qui c'est qui fait le professeur là-dedans. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La France, deuxième puissance économique du continent, 5e du monde. On n'a pas d'avis sur un sujet pareil. On n'a rien à dire. On attend que Mme Merkel parle à notre place. Le gouvernement de la droite allemande. Oh, j'ai dit allemande. Est-ce que ça fait de moi un germanophobe? Eh bien allez, on ne va pas dire que c'est allemand. On va juste dire le gouvernement CDU-CSU, mais personne ne sait ce qu'est la CDU-CSU. C'est pas moi qui ai écrit, je dis ça parce qu'on me cherche pouille en ce moment. Vous savez que dès que j'ouvre la bouche, il y a tout le temps quelqu'un qui cherche un adjectif, un mot, un quelque chose. Là, l'autre jour, j'ai dit ce que je pensais du gouvernement de Berlin. Et voilà qu'on m'a repeint en germanophobe. Mais il y a erreur, les amis. Moi, j'ai créé mon parti la main dans la main avec Oscar Lafontaine. Je ne suis pas germanophobe, je suis capitalistophobe. C'est pas pareil.